Dans les années 90, en Amérique du Nord et en Europe, avec le déploiement de la technologie des téléphones cellulaires, les normes américaines de 1966 ont été divisées par 10 pour mieux protéger le public des effets thermiques. Ces normes sont encore en vigueur aujourd'hui. Elles limitent l'exposition de 41 à 61 volts par mètre selon les technologies. Le travail d'établissement de ces normes d'exposition au public a été financé par le département de la Défense des États-Unis et c'est l'IEEE, un organisme professionnel d'ingénieurs dont l'objectif est la promotion de l'électricité, de l'électronique et de l'informatique, qui a été chargé de fixer ces normes. Depuis, malgré ces normes définies par les industriels et les militaires, partout dans le monde, les citoyens sont préoccupés par l'implantation massive des antennes relais à proximité de leur lieu de vie. Bonjour Monsieur Bécuve, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. En France, Janine Lecalvez a fondé l'association Prix Artem pour obtenir des autorités locales et nationales une réglementation plus précautionneuse pour la santé des citoyens. Elle a particulièrement suivi le cas de Rexpood dans le nord de la France. Ici, les opérateurs ont installé leurs antennes à 100 mètres d'une école. 2 enfants ont été atteints par des cancers rarissimes du système nerveux. Le décès de l'un d'eux a provoqué une mobilisation d'une partie des habitants pour éloigner les antennes de l'école. Mais le maire de Rexpood n'est pas favorable à ce projet. Pas convaincu du tout, parce que moi je considère qu'on est au niveau d'exposition, à des niveaux de données, au niveau des mesures relativement faibles. Notre position en général, c'est de dire il y a suffisamment de signaux aujourd'hui concernant les effets des ondes électromagnétiques sur nos organismes pour qu'on applique le principe de précaution qui est un principe constitutionnel. C'est pour ça que nous disons, à partir du moment où les normes actuelles ne nous protègent que des effets dits avérés et non pas du tout des effets dits suspectés, on n'est pas du tout dans le cadre de l'application du principe de précaution et donc il faut les revoir. Et dans le cadre de ces revisions, nous demandons qu'on réduise ces normes à 0,6 volts par mètre. Cette question de l'exposition du public est l'enjeu majeur dans l'affrontement qui oppose les industriels et la société civile lorsque chacun appelle la classe politique à trancher. Les normes actuelles s'appuient sur l'idée qu'il faut assez d'énergie pour chauffer les tissus du corps. C'est une notion complètement dépassée. Il est clair qu'il y a des effets biologiques, certains très significatifs, très en dessous du niveau nécessaire pour chauffer les tissus. En Europe, la plupart des pays qui ont adopté les normes de 61 à 41 volts par mètre l'ont fait sur les recommandations de l'ICNIRP, une organisation très critiquée par certains élus et des membres de la société civile. Les normes auxquelles nous sommes soumises à l'heure actuelle dépendent de l'ICNIRP, l'Institut international de protection contre les rayonnements non ionisants. C'est cet institut qui a mis au point les normes officielles européennes. Et par ailleurs, l'ICNIRP a été dénoncé par les eurodéputés de la précédente mandature comme étant une émanation des industriels du secteur. On retrouve ce problème de manque d'indépendance. Dans ce rapport, j'attaque l'ICNIRP, c'est-à-dire c'est ce comité international qui est une ONG privée située à Munich, très proche des industries, des opérateurs, donc, et qui préconise des valeurs seuil absurdes, absolument absurdes, seulement thermiques, des valeurs qui respectent seulement donc, la protection contre l'effet thermique de ces ondes et les effets biologiques sont amplement démontrés, c'est absolument clair, je le dis dans mon rapport. L'ICNIRP a ses origines dans les enjeux de la défense américaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, au sein du projet Manhattan, destiné à développer la bombe atomique. Un groupe de scientifiques fut affecté à étudier les effets sur la santé des rayonnements ionisants. Ces physiciens nucléaires ont ensuite créé en 1956 une organisation professionnelle, la Health Physics Society, aux États-Unis, puis au niveau international, l'IRPA, en 1965. Le but affiché de l'IRPA est de développer des pratiques de protection vis-à-vis des rayonnements ionisants, utilisés en médecine et dans l'industrie. C'est ce groupement de scientifiques, financé par l'industrie nucléaire, qui crée en Europe, en 1992, une filiale de l'IRPA, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, ou l'ICNIRP, destinée à mettre en place des standards dans le domaine des rayonnements électromagnétiques.
Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après sa création, l'ICNIRP est toujours financé par l'IRPA, qui participe à la nomination de ses experts, et tout document qui émane de l'ICNIRP doit obtenir l'aval de l'IRPA avant publication. L'ICNIRP est composé d'experts qui sont tous d'accord sur le fait que ces normes, basées sur le vieux paradigme des années 50, suffisent à protéger la santé humaine. Et aucun expert critique n'est autorisé ou invité dans cette organisation. Et l'ICNIRP défend, rapport après rapport, ces vieilles normes qui montrent de plus en plus qu'elles ne protègent pas la santé humaine et l'environnement. Le parcours du premier président de l'ICNIRP, le biophysicien spécialiste du nucléaire Michael Repaccioli, qui prône depuis 20 ans la thèse d'absence de risque des ondes électromagnétiques, alourdit les suspicions qui entourent cet organisme. En 1990, en Australie, Michael Repaccioli témoigne dans un procès en tant qu'expert pour défendre les intérêts d'une compagnie d'électricité. En 1995, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où des parents s'opposent à une antenne relais à 70 mètres d'une crèche, il vient au secours de l'opérateur Bell South. Et en 1995, il a proposé à l'Organisation mondiale de la santé de mettre en place une organisation pour traiter la question du risque pour la santé des ondes de la téléphonie mobile. L'Organisation mondiale de la santé a accepté sa proposition et il est devenu le responsable à l'Organisation mondiale de la santé du projet CEM sur les champs électromagnétiques. Alors il a commencé à inviter les experts de l'ICNIRP qui devaient non seulement évaluer la science et le risque pour la santé au niveau de l'ICNIRP, mais aussi à l'Organisation mondiale de la santé. Et il a créé ainsi l'illusion qu'il y avait deux grands organismes évaluant la science et le risque pour la santé de cette technologie. Mais en fait, ils étaient constitués par les mêmes personnes. Dès ses débuts, le projet EMF affiche dans ses objectifs la mise en place d'un programme d'harmonisation des normes. L'objectif du projet EMF est d'encourager l'établissement de limites d'exposition et d'autres mesures de contrôle fournissant un niveau identique ou similaire de protection de la santé pour tous. C'était aussi une campagne pour les normes de l'ICNIRP et pour stopper les pays qui pensaient à baisser les normes, pour qu'ils ne le fassent pas justement. Aujourd'hui, en Russie, les normes d'exposition aux ondes électromagnétiques sont de 6 volts par mètre au lieu des 61 volts par mètre en vigueur dans la plupart des pays du monde. D'autres pays ont aussi adopté cette norme de 6 volts par mètre, comme la Suisse, la Chine et l'Inde. Paradoxalement, le but du projet EMF au sein de l'OMS est d'inciter les pays ayant des normes strictes à les abandonner pour adopter les normes des pays occidentaux qui sont moins protectrices des populations. Effectivement, ça paraît logique de monter vers les pays qui sont plus protectifs, mais tout en sachant que cette protection est basée plutôt sur des mesures qui n'ont pas encore montré qu'il y avait un lien entre l'exposition et les risques pour la santé publique. Vous voulez dire que, par exemple, les études chinoises et russes sur lesquelles sont basées les normes de ces pays n'ont pas montré qu'il y avait un risque pour la santé? Non, j'ai plutôt, en fait, ce sont des normes basées sur une décision nationale prise pour des raisons différentes et combinées, et qui chacun a sélectionné une espèce de son modèle dans l'absence d'une recommandation officielle claire sur ces questions. Donc en fait c'est plutôt, non, je ne dis pas que il y a des pays qui ont plus logique que d'autres, c'est simplement peut-être plus de pression sociale en demandant certaines normes que dans d'autres. Il est peu vraisemblable que la Russie, dans les années 90, ou la Chine, ait établi leurs normes d'exposition en cédant à une pression sociale.
Ce sont plutôt des recommandations qui font les pays en se basant sur des fois un peu la perception de la population, en suivant d'autres modèles. Nous, on essaye d'harmoniser comment ils vont calculer ces potentiels risques. Donc on aide dans la méthodologie, mais on n'a pas de normes à proposer par l'instant. En réalité, l'OMS propose à ses pays membres un document modèle pour mettre en place une législation et des normes sur les champs électromagnétiques. Ce sont les seuils de l'ICNIRP, 100 fois supérieurs aux standards russes et chinois, que l'OMS recommande. Dès le début, quand il a démarré ce projet à l'Organisation mondiale de la santé, Repacholi a invité à la fois l'industrie militaire et l'industrie de la téléphonie mobile dans les réunions où ils étaient censés discuter de la connaissance scientifique et des recherches qui devaient être faites sur cette question. Donc, l'industrie a eu de l'influence sur les recherches qui devaient être faites et sur qui devait les mener, à travers l'Organisation mondiale de la santé. Vous ne trouvez pas que c'est une situation équivoque pour l'OMS de collaborer avec l'armée américaine pour l'établissement des normes sanitaires? Écoutez, ce n'est pas l'armée américaine, c'est le laboratoire de l'armée américaine. Et je ne sais pas exactement lequel maintenant il faut que je regarde, mais c'est probablement parce qu'ils ont énormément d'expérience sur les radars. Quand on est dans une organisation qui s'occupe de santé, une collaboration avec une organisation comme l'armée américaine, c'est quand même on va dire des intérêts qui n'ont rien à voir en fin de compte. Une organisation américaine pourrait avoir des intérêts qui vont contre la santé, pourquoi? L'armée américaine? Ce n'est pas une question de l'armée militaire, comme je vous dis. Si jamais il y a un centre qui collaborait, c'était autant que laboratoire. Vous savez que même Contrairement aux affirmations de Marianera, les centres de recherche avec lesquels l'OMS collabore font partie intégrante de l'armée américaine. Ils co-organisent même avec l'OMS des conférences comme celle de Bangkok en 2004, dont le but était de faire adopter par les pays non alignés les normes de l'ICNIRP, moins protectrices des populations. Cette implication de l'armée américaine dans l'établissement des normes mondiales peut s'expliquer par la nouvelle stratégie du Pentagone après le 11 septembre 2001. Le déploiement des bases militaires américaines a été réorganisé en réduisant leur taille et en multipliant leur nombre dans les endroits stratégiques aux 4 coins de la planète. Mais les normes en vigueur en Asie, en Russie et en Europe de l'Est étaient des obstacles pour les équipements radars de ces petites bases américaines. Malgré une importante contestation populaire dans certains pays, comme la Pologne ou la République tchèque, la campagne d'harmonisation de l'OMS, menée par Michael Repacholi, a porté ses fruits. Plusieurs pays ont abandonné leurs normes protectrices pour permettre aux radars américains de fonctionner. Et plus tard, autour de 2005, on a découvert que pour ce projet CEM sur les champs électromagnétiques à l'Organisation mondiale de la santé, Michael Repacholi recevait des fonds directement des organisations de lobbying de la téléphonie mobile. L'argent transitait par un hôpital en Australie. Et il a reçu des sommes importantes pour l'ensemble du projet, qui s'est révélé être une campagne de propagande pour l'industrie de la téléphonie mobile sur le fait que les normes sont sans danger dans le monde entier. Ce circuit de financement, qui a longtemps occulté la participation de l'industrie au projet EMF, a été mis en place par Michael Repacholi dès son arrivée à l'OMS en 1995. Rendu public en 2001, l'affaire a déclenché une pétition internationale demandant la démission de Michael Repacholi. Il a quitté l'OMS en 2006 et les fonds de l'industrie ont cessé d'affluer.